Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Tout ce week-end, Urban Brussels vous invite à découvrir les entrailles de la ville et les trésors qu'elle recèle. Le département archéologie se dévoile et organise toute une série de visites. Mais comment travaillent ces archéologues? Quelles sont les grandes découvertes de ces dernières années? Que cache encore notre sous-sol? On va en parler ce soir avec nos invités. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Anne de Grave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du département patrimoine archéologique à Urban Brussels. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Marc Mégang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien à la direction du patrimoine culturel à Urban Brussels. Alors, première question pour vous, Anne de Grave. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le sous-sol de Bruxelles, on le connaît bien, et est-ce qu'il y a encore beaucoup de secrets dans ce sous-sol? On le connaît bien parce que nous avons réalisé des atlas du sous-sol archéologique, donc nous connaissons le potentiel archéologique du sous-sol. En même temps, nous ne le connaissons pas bien parce qu'il faut quand même fouiller quand il y a des travaux en ville pour sauvegarder ce patrimoine archéologique de sa disparition, en fait. Oui. Et on le connaît donc pas très bien en même temps. Donc on a une connaissance théorique, mais il y a aussi la connaissance pratique, évidemment, qui se dévoile lors des fouilles archéologiques. Oui, alors il y a 19 atlas du sous-sol, hein, Marc Mégang, c'est vous qui en avez réalisé plusieurs. On est parti quasiment d'une page blanche, puisqu'on ne connaissait pas du tout ce sous-sol. Tout à fait, il y en a exactement 24. Ah, okay. Voilà, donc il y en a un peu plus que les 19 communes hein, de la région. Hein. Il y a les Aar, Neder-Overembeek, Laken qui ont leurs atlas, le quartier Louise aussi par exemple. Et donc c'est vrai qu'on est parti d'une page blanche, hein, donc le projet a débuté en 92, si je me souviens bien, donc le premier volume est sorti en 92, et donc voilà, ça a été un travail assez titanesque, hein, qui a été mené par deux générations, je vais dire, d'historiens, deux binômes, chaque fois d'un historien et d'un archéologue, qui ont travaillé de concert, et la série s'est achevée en 2014. Et donc là, on a couvert toute la région bruxelloise est couverte par cet atlas. Ça représente environ 1000 sites qui sont répertoriés sur la carte archéologique régionale, donc c'est quand même assez considérable. Et donc, comme le disait Anne, c'est un outil fondamental pour nous, hein. Sans cet atlas, on ne sait pas, on ne connaît pas les zones de potentiel qui sont exploitables et qui peuvent livrer du matériel ou des données archéologiques. Donc c'est vraiment notre outil de base et on le complète encore évidemment maintenant, mais de manière non plus en livre, mais sur le site cartographique Brugis, où tout ce zonage archéologique est visible. Mais vous, quand vous avez travaillé, j'imagine, sur base de documents, est-ce qu'il y a eu des découvertes, des surprises que vous avez faites? Alors, c'était un travail de longue haleine. On a travaillé à la fois sur des sources écrites, sur des données archéologiques anciennes, par exemple des fouilles qui avaient été faites au 19e ou au début du 20e siècle, mais aussi sur de l'iconographie, sur des cartes anciennes. Donc, on a un peu touché vraiment à tout un matériel très différents qui nous renseignent sur ces sites archéologiques potentiels. Et donc voilà, donc c'est vraiment quand je lis un travail d'une grande ampleur qu'on a mené toutes ces années. Ouais. Oui. Alors récemment, il y a eu un chantier de fouilles, hein, rue de la Régence. C'était il y a quelques semaines, c'était un chantier de la Stipe et Vivaquois, si je ne me trompe pas. Et donc là, il y a eu des découvertes. On en avait parlé sur cette antenne dans notre journal. Regardez un extrait du reportage. Déterrer minutieusement des ossements humains au cœur de Bruxelles, c'est la mission de ces archéologues. On est en train d'exhumer un squelette qui a été posé sur le ventre pour faire de la photogrammétrie après, c'est-à-dire qu'on va prendre des photos plus précises de l'entièreté du squelette. Chaque année à Bruxelles, il y a entre 40 et 70 fouilles du genre. Ici, les squelettes datés entre le 14e et 18e siècle reposaient sous les pieds des Bruxellois avant d'être exhumés. Ici, c'est un bassin qu'on a prélevé. On sépare en fait les parties des individus de façon latérale ou par partie de squelette pour faciliter le travail d'étude de l'anthropologue après. Et puis pour séparer aussi chaque squelette les uns des autres. À peine sortis de terre, les morts commencent déjà à parler. On a des individus beaucoup plus jeunes et puis on a des adultes. On a eu pas mal d'adolescents, mais donc oui, c'est assez varié en termes d'âge. On voit les modes d'inhumation, est-ce qu'on a des traces de cercueil, les positions dans lesquelles ils sont mis, est-ce qu'on a des fosses communes ou pas, tout ça.
Oui, alors là, voilà des découvertes pour vous. Essayons de comprendre la manière dont vous êtes intervenu. Ça a été une surprise, on ne s'attendait pas à trouver quelque chose là. Vous avez été appelé très vite pour venir constater ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, nous savons évidemment qu'il y a un cimetière à cet endroit. Et donc, quand les travaux ont commencé, donc les premiers sondages, les premiers tranchées qu'ils ont faits, ils sont tombés évidemment sur des squelettes. À ce moment-là, il y a tout un processus qui se met en route, premièrement souvent avec la police, parce qu'il y a une découverte de squelettes, évidemment. La police nous appelle et ça nous permet d'aller sur place, de voir ce qui se passe. Et comme nous savions évidemment qu'on est sur un ancien cimetière, très vite, nous avons pu organiser des fouilles préventives, donc en accord avec les gestionnaires de ce projet. À ce moment-là, on négocie en fait une approche qui permet à eux de continuer les travaux et à nous de faire notre travail d'archéologue. Oui, alors justement, par rapport à ça, on va en parler. Vous épluchez donc les permis d'urbanisme. Vous, Marc, quand il y a une demande de permis à un endroit, vous pouvez directement dire attention, là-bas, on risque de trouver quelque chose, quoi. Vous tirez le signal d'alarme. Si Tout à fait. Donc j'épluche en fait chaque jour ce qu'on appelle les commissions de concertation de toutes les communes, et donc je vois s'il y a lieu de mettre une clause archéologique sur tel ou tel permis d'urbanisme pour une intervention archéologique du bâti ou pour des fouilles en sous-sol. Donc voilà, donc c'est un travail quotidien, mais donc assez intéressant parce qu'on voit la ville d'une autre manière à travers ces clauses, où on peut voir un peu comment la ville évolue, comment elle mute, comment les artères sont remodelées, comment les places sont refaçonnées. Donc voilà, donc c'est un travail, je dirais, administratif, mais qui conduit à connaître mieux Bruxelles et son histoire. Ouais, et donc c'est pas mal de boulot pour vous, parce que Dieu sait que des demandes de permis, il y en a. Alors là, il y a cette politique qui a été mise en place, donc d'archéologie préventive. Ça veut dire que quand on met cette fameuse clause, ça vous donne l'autorisation de fouiller pendant une période déterminée. Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs types de clauses. Donc tout d'abord, il y a la clause la plus simple, on va dire, c'est donc des fouilles préalablement aux travaux. Nous allons les effectuer surtout au centre-ville, par exemple, parce que là, on est dans un énorme site archéologique avéré, donc on ne doit plus faire l'évaluation. Il y a la clause où on va d'abord faire justement une évaluation du terrain pour voir s'il y a un potentiel archéologique, et le cas échéant, on va organiser des fouilles plus larges, en fait, sur le même terrain. C'est plutôt le cas pour les noyaux des villages anciens, en fait, des communes sur le bord de la région, on va dire. Alors, une autre clause très importante, c'est l'archéologie du bâti. L'archéologie du bâti est on va dire, ce n'est pas une nouvelle discipline, mais c'est quand même une discipline qui s'est fortement développée ces dernières années, grâce à toutes les restaurations de l'ancien bâti au centre-ville, par exemple, et qui nécessite les mêmes techniques d'archéologie du sous-sol, mais appliquées à un bâtiment, et qui nous permet de mieux connaître le bâtiment, des caves jusqu'au grenier. Oui. Alors aujourd'hui, quand un maître d'ouvrage découvre qu'il y aura cette fameuse clause, est-ce que vous êtes toujours bien reçu? Est-ce que ça se passe bien? Ou alors on se dit, ah zut, ils vont intervenir et ça va nous causer des problèmes? Alors la première réaction est souvent, oh zut. Il ne faut pas se cacher. Mais voilà, donc notre travail aussi, c'est de proactivement aller parler avec les maîtres d'ouvrage, c'est de leur expliquer en quoi consiste notre intervention, donc en fonction des travaux qu'ils vont effectuer, et c'est d'expliquer qu'en réalité, nous essayons de nous intégrer directement dans le chantier comme il a été planifié. Bien évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, nous n'avons pas une boule de cristal pour dire exactement ce que nous pouvons découvrir, évidemment, mais ça nous permet d'organiser des recherches archéologiques dans une logique aussi de la construction. Et ça, c'est très important, évidemment. Nous devons pouvoir faire notre travail, mais le maître d'ouvrage a aussi son travail à faire. Alors vous, Marc Megan, quand vous voyez, par exemple, vous examinez toute une série de permis, et vous voyez qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui pourraient faire l'objet de cette clause, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes
tenu à faire des choix, puisque les moyens étant limités, c'est pas toujours simple d'aller partout. Non, donc on met bien une clause sur tous les dossiers sensibles, je dirais. Voilà, on s'est battu pendant très très longtemps pour pouvoir mettre ces clauses justement archéologiques sur les différents dossiers. Donc on met des clauses partout où on peut. Après, on verra au cas par cas si on intervient ou pas, si on a le temps ou pas, les moyens humains d'aller sur le terrain. Donc c'est vraiment très, très compliqué parfois d'intervenir partout, mais on met la clause dès qu'on le peut. Oui, alors justement, Anne de Grave, est-ce que vous avez assez de moyens aujourd'hui pour faire ces fouilles aux endroits que vous jugez importants ? Comme pour tout métier, c'est compliqué évidemment. Nous sommes tributaires quand même aussi du calendrier des chantiers, donc ça c'est important à savoir. Donc ça peut arriver qu'il y a 3 ou 4 chantiers qui se déclenchent en même temps, ce qui est difficile. Et alors il faut parfois faire des choix effectivement, bien regarder le dossier, imaginer voilà, quel est le potentiel sur ce chantier. Il est peut-être moindre sur un ou plus sur un autre, et donc effectivement il faut parfois faire des choix stratégique, mais je pense que c'est le cas pour tout métier. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui restent enfouies que vous n'avez pas le temps ou l'occasion de fouiller. Oui, mais on va quand même vraiment bien regarder le dossier. Il est vrai que certains dossiers, les terrassements sont moins profonds, le projet est un peu différent de ce qu'on a vu auparavant. Donc ça nous permet quand même de prendre des décisions en toute connaissance de cause, en fait. Oui. Et ça, c'est important. Oui, et donc quand vous commencez des fouilles, vous devez vous engager à les faire dans un temps imparti, alors ? Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie de l'entretien avec le maître d'ouvrage, c'est de s'organiser, et c'est même une renégociation au jour le jour parfois, parce que nous ne pouvons pas toujours savoir ce qu'on va découvrir, et donc ça permet de travailler dans une partie du terrain par exemple pendant que le maître d'ouvrage continue sur un autre, etc. Donc c'est presque jour par jour. Oui, alors il y a un chantier qui vous a pas mal occupé il y a quelques années, c'est ce chantier de démolition du parking 58 et la construction de Brucity, le siège administratif de la ville de Bruxelles. Là, il y a eu une clause exceptionnelle, c'est ces fouilles d'utilité publique. C'est ça qui a été décidé. Avec nos équipes, Marie-Noëlle Dinan et Marine Hubert à l'époque, on vous avait suivi pendant une partie des fouilles. Regardez ce reportage, c'est très étonnant ce qu'on a découvert là-bas. Février 2019. Un important vestige est mis au jour sur le chantier de l'ancien parking 58 dans le centre historique de la capitale. En creusant, les pelleteuses sont tombées sur ce qui ressemble à un débarcadère tel qu'on en construit au XVe siècle. Des aménagements de bord de Seine de l'ancien Bruxelles. Tout le monde sait que la Seine passait à Bruxelles, mais on ne connaît pas du tout les infrastructures qu'il y avait autour. Ni ses profondeurs, ni sa navigabilité. C'est vraiment une première au niveau de Bruxelles. 2 archéologues hollandais viennent de rejoindre les Bruxellois. Ensemble, ils découvrent l'un des trésors de cette fouille. Elle s'est un peu ressalie, mais... Oui, c'est sûr. Mais bon, notre structure, avec le truc, ça... Dans tous les cas, ils vont la nettoyer plus. Cette nasse de pêcheur est restée enfouie pendant des siècles et son état de conservation fascine. C'est la première fois qu'ils la trouvent avec encore les briques et tout ça. C'est pas pour ça que... La technique habituelle, quoi. Ouais. On n'en trouve pas beaucoup, des comme ça. C'est très rare, en fait, que du fin bois comme ça soit conservé et qu'on ait l'occasion en fouille aussi d'aller récolter quelque chose comme ça. Donc ça, c'est toujours les conditions humides d'ici, vu qu'on est dans la Seine, qui permettent au bois de se conserver. On a beaucoup de cuir, on a beaucoup de matériaux qui sont très périssables, qu'on ne trouve pas trop sur les autres chantiers, qu'on trouve bien ici. Mais pour retirer ce filet de pêche médiéval de la terre sans le briser, il faut utiliser une technique que seuls les confrères de Delft maîtrisent. Voilà ce reportage qui était filmé par Frédéric Dehaenaut. On l'a réalisé donc en 2019. Vous êtes toujours occupé aujourd'hui à analyser les objets trouvés ? Absolument. On a des milliers d'objets, des objets tangibles, je dirais en premier lieu, donc les céramiques et tous les autres types d'objets qu'on a pu trouver dans la Seine, et qui témoignent véritablement de la vie autour du port et dans la ville médiévale, en fait. C'est fascinant de voir les jouets, les morceaux de vêtements, etc. Donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a tous les milliers d'échantillons qui ont été pris et dans lesquels
on va faire de la recherche microscopique en fait, et qui va nous donner, outre les informations sur le paléo-environnement de l'époque, nous allons aussi découvrir comment la Seine était à cette époque-là. Et ça, ce sont des informations capitales qu'on a très peu l'occasion de regarder, parce qu'on a pu fouiller véritablement, minusieusement, chaque petit dépôt que la rivière a fait. Alors la Seine, c'est vraiment un vivier pour les historiens et pour les archéologues. Et alors, juste un petit mot, on vient de publier justement un premier gros article consacré à ces fouilles du parking 58, donc dans une collection d'Urban Brussels. Et donc on se rend compte que, outre l'étude des objets, donc les historiens sont aussi ravis de découvrir toute une foule d'éléments qu'on ne connaissait pas par les textes ou la cartographie ancienne. Et donc voilà, ça nous conforte ou ça apporte un peu plus d'informations sur le Portus de Bruxelles, donc ce premier port médiéval qui était vraiment établi là à l'emplacement de l'actuel Brucity. Et donc voilà, donc ce premier port qui est évoqué dans les textes, enfin on avait quelques preuves matérielles, notamment un énorme morceau de quai. Et donc voilà, c'est assez formidable de retrouver des traces de la Seine, surtout quand on sait qu'elle a été détournée et voûtée au XIXe siècle, donc elle n'est plus du tout là, mais quand même, quand on creuse, on peut encore identifier le passage des anciens lits, donc c'est vraiment assez fascinant. Oui, alors il y a plein d'objets que vous avez trouvés, il y a aussi une meule de plusieurs centaines de kilos que vous avez déménagée, mais une question, parce que certains vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a rebouché tout ça? Pourquoi à certains endroits, par exemple près de la Bourse, on peut voir certains vestiges, on peut voir aussi les sous-sols du palais de Coudenberg, et ici, est-ce que vous auriez souhaité, vous, qu'il reste finalement une trace de ça? C'est compliqué. Évidemment, nous intervenons au moment que le projet est déjà dessiné complètement. Parfois, il y a un peu de liberté pour adapter le projet dessiné qui doit se réaliser. C'est pour ça que nous intervenons, que nous fouillons en réalité. Et ce n'est pas toujours possible, évidemment. Ici, nous avons un énorme quai que nous avons dû enlever pour permettre la construction des sous-sols de Brucity. Et donc, c'est impossible de laisser les choses en place et les replacer, c'est tout aussi compliqué. Les musées de sites, c'est encore une autre complexité. C'est vrai que ce sont des merveilleuses fenêtres en fait sur le passé, mais en même temps, il faut réfléchir à l'entretien, il faut comment montrer ces choses. Donc c'est aussi un investissement important. Oui, c'est pas un regret pour vous, l'historien que vous êtes, qu'on découvre ça et puis que voilà, ça apparaît pendant quelques semaines, quelques mois, et puis ben voilà, c'est rendu finalement. Non, c'est pas un regret. Ça fait presque 24 ans que je travaille avec des archéologues, donc je connais un peu leur méthode maintenant. Et donc ça fait partie du job. Donc on est là pour enregistrer ce qu'on peut comme données avant le démontage ou la démolition de ces vestiges. Ça fait partie du jeu en fait. Et mais bon, voilà, il y a d'autres sites où c'est un peu mieux faisable, je dirais, la conservation. On peut penser au Coudenberg, à Place Royale, ou à Bruxelles 1238, à côté de la Bourse. Donc ça dépend un peu des contextes, cette préservation des vestiges. Ouais. Alors vous l'avez dit, vous avez récupéré des centaines, des milliers d'objets en fait à l'occasion de ces fouilles dans l'ancien parking 58. Alors après, ces objets ils sont analysés dans des labos. Nos collègues y avaient été également. Je vous propose de revoir à nouveau un extrait du reportage. La concentration est maximale au sein du laboratoire. C'est ici que les fouilles livrent une partie de leurs secrets. C'est du vivianite, phosphate de fer. Jeff, le restaurateur de métal, montre à Lou, la restauratrice de verre et de céramique, un couteau moyenâgeux quasi intact. C'est très fragile. Du coup, on doit travailler très minutieusement et enlever petite couche par petite couche en regardant avec le microscope pour rien abîmer. C'est un travail tout aussi méticuleux auquel se livre Lou Cognard. Ce sont des poteries peintes qui sont probablement originaires importées de Pingsdorf en Allemagne et qui ont été trouvées dans les anciens lits de la Seine.
qui serait donc daté du Xe siècle environ. C'est un objet particulier parce qu'on n'a pas pu vraiment en fait, le laver, parce que la décoration qui est faite à l'oxyde de fer, on s'en est rendu compte sur le chantier, n'est pas restée sur la pièce. C'est très particulier parce que normalement c'est cuit à plus de 1000 degrés, mais ce serait probablement un objet de ce type. Voilà donc cet objet. Alors là, c'est toujours en cours d'analyse, dites-vous. Est-ce que, à terme, ces objets ont vocation à être exposés à un endroit ou est-ce qu'ils vont être conservés très précieusement dans vos labos et dans vos caves ? Alors, très court après la fin des fouilles, nous avons organisé une première exposition au Halles Saint-Géry qui a duré quelques mois et où nous avons pu mettre en évidence les quelques objets qu'on voit par ailleurs dans le reportage. Et donc, ça a eu un retentissement. Oui, et maintenant et après, en fait. Voilà. Donc, maintenant, on aimerait bien poursuivre cette action-là et de voir avec la ville de Bruxelles si nous ne pouvons pas organiser quelque chose de semblable, mais plus pérenne, dans le nouveau BruCity. Oui. Alors, par ailleurs, donc, il y a ce week-end où vous organisez déjà à partir de vendredi, donc de demain, toute une série de visites. Il y a par exemple des visites autour de la Grand Place où on découvre, Marc Mégagne, que finalement la physionomie de la Grand Place, elle n'a pas toujours été comme elle est aujourd'hui, loin de là. Oui, exactement. Et donc il y a notamment une exposition consacrée à la Grand Place. Et donc on a réalisé des recherches assez exceptionnelles avec du matériel très pointu il y a quelques années maintenant. Et donc les résultats sont enfin sortis. Donc l'expo est à voir rue du Lombard, à 2 pas de la Grand Place. Et donc on se rend compte que la place telle qu'on la voit aujourd'hui, en fait, est le fruit d'une très très longue évolution. Donc cette grande esplanade comme on la voit aujourd'hui date sans doute du XVe siècle, pas avant. Et ces études qui ont été faites par l'ULB, notamment, montrent qu'il y avait en fait des constructions à l'emplacement de la Grand Place actuelle. Donc c'est un tout autre visage que nous montre cette étude et cette exposition. Alors, pendant les journées, on pourra encore voir d'autres choses dans l'îlot sacré. On pourra monter voir les charpentes de l'église Saint-Nicolas, faire une promenade, une visite guidée dans le quartier pour voir les plus belles façades baroques du quartier, etc. Donc voilà, c'est vraiment un des gros spots, je veux dire, des journées, le centre, vraiment le plein centre autour de la Grand Place. Oui. Alors question qui va peut-être vous étonner, mais ceux qui se disent tiens, à quoi ça sert de continuer à fouiller aujourd'hui ? Vous avez envie de répondre quoi, Anne de Graaf ? J'ai envie de répondre que nous devons connaître notre histoire pour pouvoir bâtir la ville du futur. Elle fait partie de cette ville d'aujourd'hui et il faut au moins la documenter. Si on ne sait pas la sauvegarder physiquement, au moins la documenter. Et pourquoi est-ce important pour vous, ça, de documenter l'histoire de la ville ? C'est important parce que nous ne pouvons pas nous projeter sans avoir une idée de ce qui s'est passé dans notre passé. C'est notre patrimoine à tous et nous remarquons ça très très fort lors des visites que nous pouvons organiser avec le public. C'est notre patrimoine à tous et ça nous projette vers le futur. Ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé dans notre ville, d'où on vient et vers où on veut aller. La qualité de notre ville, c'est très important. Oui, alors vous parliez des visites qui sont organisées. Il y a un site internet, on va le voir tout de suite. Où il y a tout le programme, il y a pas mal de choses que vous pouvez découvrir pendant ces journées. Mais juste une question avant de terminer, Marc Mégagne, s'il y a un endroit, si on vous disait, si maintenant on vous dit il y a un endroit que vous pouvez fouiller, vous iriez où, vous ? Ah, moi. Non, vous, l'historien. Moi, l'historien, mais il y a un lieu qui m'intrigue depuis des années, c'est le champ Sainte-Anne à Anderlecht, où il y a une nécropole mérovingienne, donc datée des environs de 500 à 700 de notre ère. Et donc, voilà, un immense cimetière, quand même, qui a été fouillé déjà, partiellement. Mais par contre, on ne sait pas à quel village ou localité ou hameau il était rattaché. Et donc, voilà, moi, ça reste un des mystères que j'aimerais bien un jour élucider. On va poser une autre question à Anne. Les grands chantiers futurs, ceux que vous espérez qu'ils donnent lieu à des grandes fouilles, quels sont-ils, très rapidement ?
C'est un peu compliqué parce qu'on dépend vraiment de l'actualité des chantiers et j'aimerais dire que chaque chantier, même petit, peut receler de belles découvertes. Et donc c'est à chaque fois un véritable amour pour le terrain qui se décèle à ce moment-là. Ouais. Merci en tout cas. Et donc on vous invite à consulter le programme sur le site internet et à vous inscrire pour découvrir cet autre visage de la ville. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Très bonne soirée à tous.